Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Vincent Courson. Je travaille chez Google depuis un peu plus de 6 ans, depuis le printemps 2012. J'ai commencé là-bas dans une équipe qui s'appelle la Search Quality. Donc, j'ai été analyste anti-spam pendant environ 4 ans. Au fur et à mesure des mois et des années qui passaient, j'ai commencé à m'intéresser à l'écosystème du web en France, les SEO, les professionnels du web de manière générale. Et j'ai commencé à aller à des conférences, j'ai commencé à m'occuper du forum francophone d'aide au webmaster, j'ai commencé à m'occuper du blog, etc. Et puis j'ai fait de plus en plus. Et il y a un peu plus de 2 ans, je suis passé dans cette équipe-là à 100% du temps. Donc mon travail aujourd'hui consiste à faire le lien entre les équipes techniques de Google au niveau du moteur de recherche organique, d'un côté, et de l'autre côté, avec l'écosystème francophone principalement, des personnes qui sont intéressées aussi par le moteur de recherche organique. Donc évidemment, le fit est parfait avec l'événement d'aujourd'hui. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Et je vais vous parler aujourd'hui de sécurité web. On s'éloigne un petit peu du SEO, puisqu'on n'est pas vraiment sur du SEO là pur, mais il y a des passerelles, on va le voir. Et mon but est double. Le premier est de sensibiliser ceux d'entre vous qui n'auraient pas bien en tête les problématiques de cybersécurité et qui gèrent pourtant des sites web, donc qui devraient être bien au courant. Et le deuxième but est d'expliciter un peu les raisonnements de Google, comment on traite les problématiques de sécurité, comment on essaye d'éduquer, comment on essaye de faire passer des messages et comment on écoute les retours et les questions. Donc, c'est la première fois que je fais cette présentation exacte. Je ne sais pas combien de temps je vais durer, on va voir. J'ai 40 minutes, 35 minutes. J'aimerais beaucoup avoir des réponses à la fin, des questions à la fin. Et donc n'hésitez pas à les poser sur le comment il s'appelle, Slido, et même après la conférence. Donc voilà. Euh, on va aborder la cybersécurité sur Internet. Donc Internet, hein, en gros, si on résume en très 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 gros, c'est un serveur, une connexion et un client. Un contenu hébergé sur un serveur qui qui part vers un client lorsqu'il y a une requête serveur, etc., qui montre le contenu et qui permet une interaction. Or, quand on parle de cybersécurité, il faut bien comprendre de quoi on parle. On peut parler de cybersécurité sur chacun de ces 3 éléments. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voici le programme. On va parler d'abord de la cybersécurité côté serveur, le hacking SEO. Pourquoi il se passe des hackings sur le site web, quels sont les impacts SEO et comment les aborder. Deuxièmement, on va voir la cybersécurité au niveau de la connexion entre serveur et client. Donc là, on va parler de HTTPS. Et enfin, on va regarder l'aspect protection du client, de l'utilisateur qui navigue sur le web. Et donc là, on va parler de Google Safe Browsing. Donc tout d'abord, côté serveur, cybersécurité côté serveur. On se retrouve dans une situation où nous observons chez Google que la plupart des hackings, pas toutes les situations de hacking, mais la plupart des hackings se trouvent sur des CMS. Donc des CMS populaires. J'ai mis ces noms ici, mais ce n'est pas pour ça que ce sont les plus hackés. C'est simplement parmi les CMS les plus populaires. Pourquoi ? Il y a une idée qu'il faut bien comprendre en cybersécurité. Dans une immense majorité des cas, moi, Vincent Courson, qui possède le site exemple.com, je ne suis pas la cible du hacking. Dans la plupart des cas, je ne suis qu'un vaisseau. Le hacker va utiliser mon site afin d'arriver à des fins et de mettre en danger, de voler des informations, de soutirer de l'argent à un utilisateur final à travers mon site. Donc oui, je suis victime de hacking par extension, mais je ne suis pas la victime finale. Et donc, mon hacker, son but va être de toucher le plus de victimes possible. Et pour cela, il va exploiter des failles de sécurité. Et les failles de sécurité à exploiter, si je suis hacker, je vais me concentrer sur celles qui sont présentes sur le plus d'installations possible. Donc, c'est pour ça que je vais me concentrer en tant que hacker sur ces plateformes CMS. Un exemple qui est un peu ancien, mais vous comprendrez pourquoi je parle de celui-là maintenant. En début 2017, il y avait un problème avant le patch 4.7.2
de WordPress. Donc sur les versions installées, généralement c'était la 4.7.1 et la 4.7.0. Il y avait une grosse faille de sécurité sur ce système-là. Et des sites professionnels, il me semble que c'était Sucuri à l'époque, avaient analysé que 67 000 sites avaient été compromis en quelques jours. Quelques jours, c'est moins de 2 semaines. Donc en moins de 2 semaines, 67 000 sites ont été hackés et potentiellement on démultiplie ce chiffre pour parler du nombre de victimes finales. Donc, première chose à vraiment toujours garder à l'esprit, quand on utilise un CMS, on fait les mises à jour, tout simplement. Les mises à jour sont extrêmement importantes, c'est quelque chose qu'on répète souvent, oui mais je n'ai pas le temps, je le ferai à la fin du mois quand j'ai poussé telle version, telle feature, etc. La mise à jour de son CMS n'est pas une option, il ne faut pas le prendre à la légère. Alors, comment ça se manifeste au niveau des SERP, ces hackings, quand on parle des hackings qui ont un impact sur le SEO? Nous en avons repéré 3 principaux, il en existe d'autres, mais voici un peu ce qui peut se passer. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce genre de conséquences dans les SERP, avec des caractères japonais qui apparaissent et des répertoires aléatoires qui sont créés sur le site web. Donc ici, je ne sais pas si c'est très visible, on a du recettes, des trucs complètement non reliés à la thématique principale de votre site. Et ces pages ont des liens d'affiliation, c'est comme ça qu'ils monétisent. En fait, ils ont des liens qui vont renvoyer l'utilisateur vers des money sites et se faire de l'affiliation au passage. Et leur but à ces hackers est de profiter de la visibilité de sites web déjà existants dans les moteurs de recherche. Donc un site déjà bien classé, on y ajoute une page d'une manière ou d'une autre et on essaye de du coup être visible et obtenir des visites pour les actes malicieux qu'on veut faire derrière. Ce type de hack-là est souvent accompagné d'un ajout du hacker à la Search Console, donc la Google Search Console. Donc toujours bien vérifier évidemment ces mises en place un bon contrôle des accès à Search Console, comme tout système que vous avez en back-end, est essentiel, et vérifier qu'on n'a pas des utilisateurs un peu étranges. Et la raison aussi pour laquelle ils font cet ajout à Search Console, c'est pour pouvoir modifier les sitemaps, les envoyer plus rapidement, etc. Donc premier cas de type de hacking. Deuxième cas, où on va avoir la création, une nouvelle fois, de nouvelles pages, une nouvelle fois dans des répertoires aléatoires. Cette fois-ci, on ne sera pas sur du japonais, mais on sera sur des contenus générés automatiquement qui ne veulent rien dire. C'est de la vraie bouillie. Et ces pages-ci, qui sont injectées dans des répertoires, vont, de manière générale, souvent rediriger directement depuis les SERP. Donc là, l'utilisateur ne va même pas passer sur votre site, il va être redirigé. C'est souvent accompagné de cloaking, à savoir que le hacker va rendre le contenu qu'il intègre visible pour Google, mais pas pour vous, en tant que la personne qui gère le site web. Donc, pour le rendre plus difficile à détecter. À noter aussi que ces redirections depuis les SERP se font souvent en fonction du référeur et se font avec un référeur Google. Donc quand vous faites des tests, si vous ne voyez pas de redirection, essayez de faire une redirection en venant depuis les résultats Google. Ça peut être une bonne façon de détecter également. Donc deuxième type de hacking. Troisième type de hacking, on a toujours cette même création de page, mais cette fois-ci, on va avoir un hacker qui va utiliser le thème du site. Donc on va avoir des pages qui vont ressembler énormément à des pages normales. Si on a un blog, ça va être une page de blog, sauf que le contenu de l'article lui-même sera de la bouillie. Ou alors ce sera une copie d'un article et insertion en bas de page ou dans le menu ou ailleurs de liens sur ces pages-là. Ce genre de hacking vient souvent avec une vente de liens. Le hacker l'utilise pour vendre des liens tout simplement vers d'autres sites pour essayer d'utiliser une nouvelle fois la qualité d'un site, la pertinence perçue par Google d'un site auprès d'autres sites. Et on a également souvent du cloaking. Donc voilà les 3 types principaux de hacking que l'on observe et qui ont un impact sur le SEO. Alors comme ça a un impact sur le SEO, Google veut s'en occuper. Et on a des mécanismes qui sont en place pour faire en sorte de trouver ces pages. Donc
l'approche que Google va avoir pour combattre ce genre de hacking va être d'essayer d'y aller au scalpel le plus possible. C'est-à-dire, lorsqu'on va avoir un hacker qui injecte des pages, nous allons essayer de supprimer uniquement ces pages-là. C'est-à-dire que plutôt que de mettre le site entier en quarantaine, s'il y a uniquement injection de répertoire avec des pages dedans, on va pouvoir vraiment s'occuper uniquement de ces pages-là. Ça veut dire qu'on peut faire ça de manière automatique, avec des algorithmes pour combattre le hacking SEO, mais on peut aussi le faire de façon manuelle. La majorité du volume de pages hackées détectées le sont algorithmiquement aujourd'hui. On va également essayer d'informer le plus possible les internautes. Donc, lorsqu'ils ont les webmasters, lorsque vous êtes victime d'un hacking, lorsque nous avons un indice de confiance suffisant et qu'il y a un compte Search Console, on va envoyer un message à ce compte Search Console pour informer du fait que le site s'est fait hacker et que Google l'a repéré. Ces messages, on est sur des volumes de quelques millions envoyés chaque année. En tout cas, 2016-2017, c'était le cas. 2018, pas encore les données. Une fois que l'utilisateur, le webmaster a été notifié, nous le renvoyons vers des guides que nous avons mis en place pour nettoyer ce genre de hacking. Et ce sont des guides que vous pouvez trouver en cherchant dans votre moteur de recherche préféré Google Web Fundamentals Sécurité. Et donc là, vous aurez des méthodes pour nettoyer dans les 3 cas les sites qui se sont fait hacker. Point extrêmement important, le nettoyage doit aller plus loin qu'une simple suppression des contenus injectés. Ces chiffres que je vais vous donner sont pour le malware, mais ce sont des chiffres très similaires pour les cas de hacking SEO. On a, sur les 11 dernières années, un taux moyen de environ 15 à 20% de réinfection sur un site. C'est-à-dire qu'on a un site sur 5 qui s'est fait hacker une fois, qui se fera hacker à nouveau à l'avenir. Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer les contenus injectés, il faut surtout colmater la brèche. Donc un nettoyage SEO doit se faire avec un ensemble d'autres mesures prises pour aller nettoyer en profondeur, trouver la raison du hacking et vraiment la supprimer. Donc nous recommandons évidemment de faire appel à des professionnels si vous n'avez pas les compétences même, très important en cas de hacking. Voilà, donc ça c'était la première partie sur la protection du serveur et l'impact sur le SEO. Si vous avez des questions, je vous invite à aller les poser sur Slido. Donc on va passer à la deuxième partie. Une fois qu'on a un serveur qui est parfaitement sécurisé, évidemment, c'est le cas, j'imagine, de tout le monde ici, la connexion entre le serveur et le client. Donc, c'est typiquement donc, faire en sorte que le contenu des sites web soit servi avec un protocole HTTPS. Pour rappel, le protocole HTTPS permet 2 choses principales. La première, c'est la confidentialité. Ça évite que quelqu'un intercepte la communication entre serveur et client. Et ça permet également l'intégrité des données. Donc, s'assurer que personne ne va modifier les informations qui partent de votre site et qui vont sur le client. Un des cas que l'on a vu plusieurs fois, il y a pas mal d'entreprises qui se sont fait choper sur des choses comme ça, c'est des fournisseurs d'accès à Internet ou des hôtels qui proposent des Wi-Fi, etc., qui intègrent des publicités pour leurs propres produits dans les pages web et qui donnent l'impression à l'utilisateur que votre site montre des pubs supplémentaires. Donc ces deux choses, la confidentialité et l'intégrité des données, sont des raisons vraiment importantes pour lesquelles il faut passer en HTTPS. Donc la situation aujourd'hui du HTTPS est bien meilleure qu'il y a il ne serait-ce que 4 ans. Ce que vous voyez ici sur ce graphe, c'est le nombre de pages chargées, la proportion de pages chargées sur Chrome qui sont servies sous HTTPS. Donc on était en France à environ 35% en avril 2015, et donc moins de 4 ans après, on en est à 86%. Donc c'est très encourageant.
c'est très très encourageant comme chiffre. Google et beaucoup d'autres, depuis longtemps maintenant, recommandent de passer en HTTPS, et donc c'est important. Mais ce chiffre cache une certaine réalité. Quand on parle de pourcentage de pages chargées, ça veut dire qu'on réfléchit aussi, il faut réfléchir à la popularité des sites web. Un site web qui a un énorme trafic et qui est passé en HTTPS déjà, influera positivement sur ce chiffre. Donc la réalité derrière ce chiffre de 86%, c'est qu'en fait il y a moins de 86% des sites web qui servent leur contenu en HTTPS. Donc il y a encore beaucoup de longues traînes, beaucoup de vieux sites, beaucoup de sites vraiment où les webmasters peuvent se dire: moi, je n'ai pas de compte utilisateur, je ne stocke pas de données de carte bancaire, etc. Donc, je n'ai pas besoin de passer en HTTPS. Pour les raisons de confidentialité et d'intégrité des données, c'est faux. Il faut passer en HTTPS même lorsqu'on n'a pas ces informations-là. Donc, au niveau du SEO, le HTTPS est un des nombreux critères qui sont vus positivement par les algorithmes de Google. Donc ça fait maintenant un moment qu'on a annoncé ça, ça doit faire 3 ans ou plus. On a annoncé ça, le message que Google a donné, a diffusé à l'époque et toujours aujourd'hui, est de dire que à pertinence égale de 3 documents, par exemple, ou plus, si tous sont en HTTP et qu'il y en a un en HTTPS, celui en HTTPS pourra obtenir un léger boost, puisque si les 3 documents répondent exactement de la même manière à la requête de l'internaute, on va avoir tendance à lui présenter le document qui est sécurisé, qui est servi de manière sécurisée. Aujourd'hui, on a quand même une majorité des documents servis, visités par les internautes en tout cas, sur Chrome, qui sont en HTTPS. Donc la réalité, c'est plutôt de dire que celui qui n'est pas en HTTPS ne profite pas de cet avantage, ce léger avantage dans les algorithmes, dans le classement. Donc c'est vraiment une histoire presque de rester en contact avec les best practices, c'est ce qui se fait de manière générale dans le web. Il faut passer en HTTPS. Le SEO, c'est une chose, mais le HTTPS permet beaucoup d'autres choses, évidemment. Si vous avez suivi la conférence d'Aleida Solis ce matin, elle a beaucoup parlé des Progressive Web Apps. Donc, toutes ces fonctionnalités, les notifications push, le sync en background, l'installation directement sur la homepage, la navigation hors ligne, tout ce que permettent les service workers et dans les Progressive Web Apps ne sont servis qu'en HTTPS. Donc, si vous n'avez pas d'HTTPS, vous vous fermez le web moderne, une partie du web moderne. C'est vrai également sur AMP. Les AMP ads peuvent n'être servis qu'en HTTPS. C'est une recommandation générale du système AMP de servir les pages sous HTTPS. Si on sort de la sphère Google uniquement, en plus, on se rend compte que d'autres fournisseurs de technologies font vraiment le pas, ont franchi le pas. WordPress.com et Squarespace, par exemple, ne proposent que des certificats, des sites en HTTPS. Et j'imagine qu'il y en a aussi bien d'autres. Donc, c'est une tendance lourde, profonde, et à suivre aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait. Encore une autre couche d'information, c'est de voir comment les navigateurs traitent les pages HTTP par rapport aux pages HTTPS. Donc là, on va parler de Chrome, mais les autres navigateurs principaux ont des logiques similaires. En janvier 2017, nous avons commencé à annoncer que dans la barre, l'omnibox de Chrome, la barre d'adresse, lorsque l'on charge une page qui demande un login, donc où l'utilisateur doit entrer un mot de passe ou des informations personnelles, privées, à ce moment-là, on a eu un avertissement not secure, non sécurisé, qui va s'afficher dans la box. À la fin de cette année-là, octobre 2017, on est passé sur un avertissement dans un incognito, en fait, pour toutes les pages non HTTPS, afin qu'elles soient montrées comme non sécurisées. Et ça, c'est devenu vrai en juillet 2018 pour toutes les pages, même dans le Chrome normal, pas en incognito. Donc on a une progression au fur et à mesure de la façon dont les navigateurs vont traiter les pages HTTP. Et vous pouvez voir pour Chrome, à l'adresse qui est affichée en bas, il y a tout l'historique, Chromium étant un projet open source, tout est documenté de manière externe.
Au-delà de ça, ici c'était un GIF normalement, mais je suis en PDF donc on ne va pas le voir. Mais en gros, il se passe actuellement lorsqu'un utilisateur est sur une page HTTP dans Chrome et qu'il rentre des données personnelles comme son email ou son mot de passe, dans la barre Omnibox en haut, la barre d'adresse, on va avoir un avertissement rouge qui va venir et se montrer. Donc on est vraiment sur une notification de l'utilisateur importante dans Chrome. À terme, on se dirige vers un changement aussi de la façon dont Chrome va montrer qu'une page est sécurisée ou non. Depuis des années et des années, dans l'éducation à la cybersécurité, l'éducation des utilisateurs, tout le monde dit à l'utilisateur, vérifie qu'il y a bien le cadenas vert. Je ne sais pas, j'imagine que beaucoup d'entre vous se sont retrouvés à dire ça à leur famille, leurs amis, etc. C'est en train de changer. La logique, la généralité devient que la plupart des pages sont sécurisées. Donc plutôt que de montrer qu'une page est sécurisée par rapport à toutes les autres qui ne le sont pas, à l'avenir, une page sécurisée, c'est le dernier point de la dernière image ici, ne sera montrée avec rien, aucune notification. Et en revanche, lorsqu'elle n'est pas sécurisée, à terme, elle sera montrée par une notification rouge non sécurisée tout le temps, partout. Donc un changement d'état d'esprit. Donc l'HTTPS, une nouvelle fois, est vraiment très très important et primordial aujourd'hui. Quelques conseils rapides. Si vous n'avez toujours pas mis en place HTTPS, suivez ces conseils ici. Il y a aussi d'autres ressources que je peux partager après cette présentation. Nous recommandons de rendre le HSTS disponible sur votre serveur, donc forcer la connexion HTTPS. Lorsque vous prenez un certificat SSL, privilégier une clé d'encryption forte, donc une clé à 2048 bits, préférable à 1024 ou au-dessus. Et troisième conseil, passer tout son site, toutes les pages de son site en HTTPS est important. Pas uniquement la page d'accueil ou pas uniquement la page de login, etc. On peut faire une migration progressive pour ne pas passer tout son site d'un coup, mais à terme, nous recommandons de passer tout le site en HTTPS. Lors du passage, la bonne configuration serveur est de faire des redirections 301 entre les pages HTTP et les pages HTTPS. Cela aide Google à comprendre que le contenu a bougé vers la page HTTPS et que du coup, c'est celle-ci qu'il faut indexer. Et donc, en faisant ça, normalement, on limite les cas de perte de ranking ou quoi sur une migration HTTPS. Et enfin, le dernier conseil est de ne pas empêcher les robots d'accéder aux pages. Donc faire attention aux no-index, faire attention aux directives HTTPS, aux directives pour empêcher le crawl HTTPS, etc. Voilà, c'était la deuxième partie sur la sécurisation de la connexion entre serveur et client. Je ne suis pas trop mal niveau temps, j'ai un peu accéléré. Maintenant, on va se concentrer sur la protection du client. La protection de l'utilisateur sur sa machine. Et pour ça, on va parler un peu des problématiques de malware et de phishing. Le malware et le phishing sont donc les logiciels malveillants et l'ingénierie sociale. Essayer d'installer des logiciels pourris, dangereux, illégaux, etc. sur la machine des internautes, ou faire du phishing, donc essayer de leur soutirer des informations, que ce soit des informations bancaires, des mots de passe, ce genre de choses. L'équipe qui s'occupe de ça chez Google, c'est l'équipe Google Safe Browsing. Safe Browsing fait la même chose. Ils font des scans de toutes les pages qu'ils trouvent et ils détectent celles qui sont dangereuses pour l'utilisateur parce qu'elles distribuent des logiciels dangereux. Lorsque ces pages sont trouvées, elles sont ajoutées à une blacklist, donc une liste de toutes les URL ou de tous les sites qui sont considérés comme dangereux. Et ensuite, cette blacklist est utilisée par différents produits Google pour les sécuriser. Donc, par exemple, donc oui, ça c'était les définitions. Voilà. Ça va être utilisé dans différents produits Google. Ça va être utilisé dans Chrome, donc avec des grosses notifications pleine page, toutes rouges, qui font peur, qui disent à l'internaute « Attention, ce site est dangereux. Clairement, c'est dangereux, il faut pas y aller. » Ça va être utilisé dans les SERP, avec cet avertissement que vous avez peut-être déjà vu par le passé, qui est « Ce site risque d'endommager votre ordinateur ou votre appareil sur mobile. »
c'est utilisé dans Gmail. Lorsque il y a dans un email un lien vers une URL compromise, une URL pourrie, à ce moment-là, l'email est mis directement en spam ou alors met un indicateur attention, ne cliquez pas, etc. On va revenir un tout petit peu en arrière. Le nombre de sites non sécurisés détectés par cette équipe, Safe Browsing, est en moyenne sur les 5 dernières années de 35 à 40 000 par semaine. Donc on est sur des volumes qui sont quand même assez importants, et sachant qu'il peut bien sûr y avoir plusieurs URL par site détectés. Donc c'est évidemment important de protéger l'utilisateur. Et donc ces avertissements que nous montrons sur différents produits, nous en montrons en moyenne 30 millions par semaine à nos utilisateurs. Donc c'est une problématique qui est loin d'être minime et uniquement le problème de quelques sites à droite à gauche. Ça peut arriver à beaucoup de monde. Donc Google protège évidemment ses utilisateurs, mais en cybersécurité, il y a aussi beaucoup de collaboration entre les différentes plateformes, les différentes grandes entreprises et plus petites entreprises spécialisées du secteur. Et donc le but de Google n'est pas de protéger que ses utilisateurs. Pour ça, il y a ce qu'on existe, la Google Safe Browsing API. Donc c'est une API que n'importe qui peut utiliser, gratuitement d'ailleurs, pour tester des URL. On envoie une URL à l'API de Google qui va rendre un verdict par rapport à la blacklist. Donc on envoie une URL et l'API va nous dire oui, cette URL-là est dangereuse, nous avons repéré qu'elle distribue du malware ou fait du phishing, etc. Ou alors non, pas de problème. Et cette API-là est très utile principalement lorsque vous gérez un site qui a du contenu généré par les utilisateurs. Donc des commentaires, des fiches produits, on peut imaginer tout, des forums, etc. Faire des tests sur les URL qui sont partagés par les internautes sur vos produits, sur vos sites, peut être est vraiment recommandé. Et pour ça, vous pouvez utiliser cette solution-là. Il existe évidemment d'autres solutions de sécurisation, mais celle-ci est celle proposée gratuitement par Google. Donc voilà, c'était les 3 points que je voulais aborder. Cybersécurité d'abord au niveau serveur, bien sécurisé, et s'assurer qu'on a des systèmes à jour pour ne pas être victime des attaques SEO. Sécurisation de la connexion avec l'HTTPS et sécurisation du client avec Google Safe Browsing. Donc je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre n'importe quelle question. Alors, première question, Fred nous demande pourquoi Google présente dans la SERP un site qu'il sait compromis. C'est une super bonne question. On va montrer un site, même si on sait qu'il est compromis, principalement parce que il peut être compromis à des niveaux qui ne sont pas horribles pour l'internaute. Et le webmaster est déjà puni entre guillemets parce que son site s'est fait hacker, on ne va pas en plus le punir en enlevant complètement des résultats du moteur de recherche. Les nettoyages peuvent se faire relativement rapidement et donc plutôt que d'entrer dans une logique où on va supprimer des pages, supprimer un site, etc. Et puis peut-être qu'un jour il reviendra dans l'index, on le laisse avec un avertissement pour donner une période de grâce entre guillemets au webmaster pour qu'il puisse faire cette correction. Deuxième question, Julien qui demande que penses-tu de Robot.txt pour n'inclure que les pages existantes? Pour n'inclure que les pages existantes où? D'accord, pour éviter qu'il n'y ait dans les SERP les pages pourries. Le Robot.txt n'est pas une... Oui, le Robot.txt n'est pas une obligation pour Google de suivre. Ce ne sont que des directions générales. Je veux que tu ailles là, je veux pas que tu ailles là, etc. Mais Google peut quand même y aller. C'est-à-dire que toi, tu peux mettre dans ton Robot.txt des pages, un répertoire que tu ne veux pas voir, que tu ne veux pas faire crawler, mais Google peut y arriver en arrivant d'un autre site. Et donc, il va crawler cette page-là. Donc, et puis même s'il la crawl, il peut quand même l'indexer. Donc, ce serait qu'une rustine et encore pas tout le temps utile, etc. De plus, dans beaucoup de cas de hacking, tu as des créations de répertoires aléatoires, etc. Donc tu ne peux pas les exclure par défaut en avance si tu ne sais pas
quels seront ces répertoires injectés. Ça répond à ta question? Ok. Le négative SEO, comment s'en préserver? Donc là, on est sur une logique qui est un peu différente du hacking, vraiment de la cybersécurité, mais je peux quand même répondre à cette question. Le négative SEO, dans l'immense majorité des cas, il n'y a vraiment pas à s'en préoccuper. Lorsque Google voit arriver des centaines, milliers, dizaines de milliers de liens pourris venant de sites russes, chinois, ce qu'on veut, avec des encres dégueulasses sur du Viagra, sur des contenus pour adultes, etc. Les algorithmes Google vont savoir faire la part des choses et comprendre que ces liens sont pourris et donc va les décompter directement. C'est le nouveau mode de fonctionnement des filtres algorithmiques anti-spam Pingouin qui, à une époque, était lancé une fois tous les 6, 9, 12 mois, mais qui aujourd'hui est intégré au fil de l'eau lorsqu'il y a des réexplorations des liens entre les sites, etc. Et les liens qui sont jugés artificiels sont coupés d'eux-mêmes. Donc en fait, le négative SEO est traité de manière générale par Google de son côté. Vous n'avez pas à mettre en place spécifiquement de mesures pour le contrer. J'ai plein de questions, donc je continue jusqu'à ce qu'on me dise que je ne peux plus, donc je continue. L'objectif de Google est-il de remplacer le W3C? Non. Donc le W3C, pour ceux, peut-être que certains ne savent pas, c'est un peu l'organisme qui régit les standards sur le web aujourd'hui. L'objectif de Google n'est pas de remplacer le W3C. Je pense que ces questions-là viennent en partie à cause de AMP, qui est une initiative lancée globalement par Google et qui décrit des nouveaux formats, des nouveaux standards qui peuvent être utilisés par tout un chacun, mais qui sont, c'est vrai, influencés largement par Google. Sur l'AMP, par exemple, on a annoncé à l'automne que est mis en place un comité de pilotage du projet AMP qui ouvre les discussions de décision sur les standards AMP à n'importe qui en fait qui contribue déjà. Donc il y a déjà des contributeurs à AMP qui viennent de nombreuses autres entreprises et qui vont également qui font partie du panel de décisionnaires sur ce standard. Donc non, il y a une relation de collaboration qui se met en place sur le web. Je continue. J'ai une question live là-bas, oui. J'arrive. Oui, bonjour. Alors, en fait, j'aurais une question par rapport au certificat SSL dont on a vu précédemment. Au mois d'octobre dernier, Google, via Chrome, a invalidé les certificats Symantec. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment nous, en tant qu'acteurs tiers, on peut se prémunir d'avoir ce genre d'inconvénients, parce que vous imaginez bien que quand on a un parc de sites à gérer et qui sont tous sur Symantec et qui se retrouvent tous en non conforme et qu'on a des alertes partout, c'est pas très agréable. Alors du coup, qu'est-ce que vous, côté Google, vous pouvez mettre en place comme alerte par rapport à ce genre de problématique, et quels seraient en fait des signes avant-coureurs qui nous permettent de nous prémunir, nous, lors de la sélection des certificats SSL? Alors, deux pendants à cette question. Le premier, c'est que idéalement, on aimerait ne pas avoir à parler au webmaster de ce genre de choses. Donc, ce sont des cas où, pour ce qui est cybersécurité, on va aller voir en amont les fournisseurs de certificats. Et normalement, ils changent leur process. Là, ça n'a pas été le cas. Pas sécurisé. Donc, premier volet. Deuxième volet, quand il s'agit de faire de la notification d'utilisateurs, il faut qu'on fasse très attention. On a appris par le passé qu'on s'est un peu brûlé les ailes en fait. Je parlais de la mise à jour 4.7.2 de WordPress il y a 2 ans qui avait touché énormément d'utilisateurs. À cause de la taille de faille, enfin à cause de l'impact potentiel du nombre de WordPress 4.7.1 et 4.7.0 installés à l'époque, nous nous étions dit, c'est tellement gros qu'on va faire un message dans la Search Console pour prévenir tous les utilisateurs, tous les webmasters qui utilisent ces versions non patchées. Donc ça partait d'un bon sentiment, on voulait faire un peu de l'éducation et leur dire attention, il faut que vous mettiez à jour, etc. Le problème, c'est que nos systèmes étaient un peu en retard pour repérer quelle était la version de WordPress qui était installée, et on s'est retrouvé à envoyer sur les innombrables notifications qu'on a envoyées, on en a envoyé des milliers à des sites qui avaient déjà passé
à 4.7.2 et qui étaient encore marqués dans nos systèmes internes, dans notre base de données, comme les versions anciennes. Et du coup, on s'est retrouvé à affoler pour rien des milliers de webmasters. Donc, on s'est un peu brûlé les ailes à cette occasion et on fait beaucoup plus attention à comment nous notifions maintenant les webmasters sur ces problématiques de sécurité. Et pour répondre à ta question particulière sur, par exemple, Symantec, je ne me souviens plus exactement de la communication qu'on a faite, mais il me semble qu'on a publié ça sur des blogs. Mais je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. C'est toujours très délicat. J'espère que ça répond à ta question. On a encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Est-ce qu'on a une autre question live ? Je ne vois pas de main levée, alors je continue. Quelle est la proportion d'utilisation de la navigation privée contre la navigation normale ? J'imagine qu'on parle dans Chrome. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas du tout l'information. S'il y a une question subsidiaire, peut-être, je peux la prendre, mais ça, je n'ai pas la réponse. OK. Alors, on voit parfois le message « Il semble que ce site ait été piraté dans les SERP ». Combien de temps faut-il pour faire disparaître cette mention après correction ? L'ordre dans lequel se passent les choses, c'est détection, que ce soit par Safe Browsing ou par les équipes anti-spam côté SEO de Google, de la page compromise, piratée. Une fois qu'on a détecté, on applique une action, deuxième étape. Donc l'action, c'est par exemple le retrait de certaines pages qui ont été injectées, etc. Troisième étape, notification de l'utilisateur. Donc que ce soit dans les SERP, avec ce message, il semble que ce site ait été piraté, ou que ce soit dans la Search Console, dans certains cas. Donc voilà la situation. Ensuite, donc ça c'est tout ce qui est repérer, prendre action, notifier. Deuxième temps, lorsque le webmaster a réglé le problème. Donc lorsque le webmaster a réglé le problème, ça va être la même chose mais dans l'autre sens. Premièrement, il va nous indiquer que le problème est réparé. Il y a un processus d'appel dans la Search Console pour dire j'ai réparé mon problème, je ne suis plus hacké. Nous allons recevoir cette notification du webmaster. On va réévaluer le site et vérifier qu'il est bien clean. S'il n'est pas clean, on envoie un message de non-succès de la demande et le statut n'évolue pas. Si le site est effectivement réparé et clean désormais, à ce moment-là, on va, dans l'ordre, envoyer une notification de succès à l'internaute, au webmaster, pardon. Deuxième temps, supprimer la fiche, les URL de la blacklist. Et dans un troisième temps, supprimer les notifications dans les SERP. Donc ces notifications dans les SERP sont la dernière étape de tout le processus lorsqu'un site a été nettoyé. Et il peut y avoir un laps de temps qui est souvent de quelques jours. J'ai déjà vu des situations plus longues, mais c'était parce que nos systèmes avaient des problèmes de latence, etc. Mais normalement, on parle de 1 ou 2 jours. Je pense que c'était les 2 minutes. Donc, il y a d'autres questions. Je suis ravi de les prendre à la pause tout à l'heure, entre les sessions, etc. Je vous remercie de votre attention et j'espère que c'était intéressant et je vous tends vos specs.